Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e Radioscope. Ouais, un radioscope qui bat toujours aussi populaire, dépasse maintenant les 1000 quelques écoutes. Bon, enfin ça va bien. Le dernier épisode semble avoir fléchi un peu en termes d'intérêt, mais bon, c'est sûrement le temps de l'année avec le printemps qui vient et qui repart, et qui revient et qui repart. Enfin, alors bon, cette semaine on n'est pas là pour parler de la pluie ou du beau temps. On va revenir plutôt sur des notions, des modèles théoriques. En fait, j'appelle ça des modèles et encore des modèles, parce qu'il semble qu'on ne parle que de modèles théoriques, mais en fait, c'est quand même le thème de ce module. Et les modèles théoriques, comme j'expliquais dans le dernier radioscope, ben, ils sont importants pour bien comprendre ce que l'on observe, et le choix du modèle sera dicté par ce que l'on veut observer, ce que l'on veut comprendre dans la réalité toujours très complexe que l'on observe. Alors cette semaine, je vais me concentrer sur des questions qui m'ont été posées au sujet du modèle des coalitions plaidantes. Je vais revenir là-dessus. Et des questions sur le modèle de Kingdon, qui en fait le thème normalement de la semaine. Une petite parenthèse, je reçois des questions des fois sur du matériel que j'ai pas encore couvert, évidemment. Par exemple, disons l'émergence des enjeux, ou bon, un peu plus loin, on parlera de la formulation des politiques et tout ça, des cycles politiques. Alors, si vous allez voir dans le plan de cours, il y a des thèmes qui sont associés à chaque semaine, et donc j'essaie généralement de couvrir les thèmes de cette semaine-là. Alors, quand je reçois vos questions, si disons que vous m'envoyez une question cette semaine ou la semaine dernière, et que les questions sont pertinentes pour le thème dans une ou dans 2 semaines, je vais les reprendre ces questions-là, mais dans 1 ou 2 semaines. Donc, inquiétez-vous pas, je n'ai pas oublié vos questions, je ne les laisse pas de côté, c'est que je vais les reprendre au moment qui sera le plus opportun. Alors bon, donc attaquons-nous maintenant au vif du sujet, rentrons plutôt dans le vif du sujet. Je vais parler, donc, j'ai des questions pour revenir un peu sur le modèle des coalitions plaidantes dont j'ai parlé la semaine dernière, et après ça, on reviendra avec les questions sur le modèle de Kingdon. Alors, en ce qui a trait au modèle des coalitions plaidantes, j'ai une première question. Bon, ma question dit, je soumets l'image de quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui voit à l'infini son image se regarder dans le miroir, qui se regarde, donc, un peu le reflet du reflet du reflet du reflet, qui va comme ça à l'infini. Et là, on me demande, est-ce qu'on pourrait projeter quand même une coalition plaidante, pardon, il peut exister des coalitions internes. Donc, ou encore, si on regarde à plus grande échelle, un système politico-administratif, est-il exact de penser qu'il puisse exister plusieurs coalitions dans chacun des sous-systèmes du système initial, et que dans chacune de ces coalitions, théoriquement, il puisse exister des divisions, des sous-coalitions, et ainsi de suite, comme l'exemple de miroir. En fait, je dirais peut-être plus l'exemple des poupées russes. Vous avez une petite poupée dans une autre petite poupée, dans une moyenne poupée, dans une plus grosse poupée, dans une plus grosse poupée, dans une très grosse poupée. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des petites coalitions dans des petites coalitions, bon, etc. Est-ce que c'est envisageable? Non. En fait, le problème que je vois avec cette question-là, c'est qu'on met ici l'accent sur l'organisation des réseaux, ou l'organisation des communautés d'acteurs, alors que dans le modèle de Sabatier, ou dans le modèle des coalitions plaidantes, on met l'accent sur l'enjeu autour duquel se définit un processus de politique publique. Donc, on n'essaie pas de comprendre la structuration des acteurs en tant que tels, mais plutôt comment les acteurs se structurent autour d'un enjeu. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que la notion d'idéologie ou la notion de valeur va être si importante. Parce que dans le fond, Sabatier va nous dire qu'autour d'un enjeu, on va trouver 2 réactions normatives ou idéologiques qui vont s'affronter. Parfois 3, très rarement, généralement, c'est 2 réactions normatives ou idéologiques. Donc, le chercheur va vouloir reconnaître des groupes, dans le modèle de Sabatier, c'est un travail du chercheur. La construction des coalitions plaidantes, j'en parlais la semaine dernière, c'est un travail du chercheur, et non pas une observation de ce qui existe. C'est bien important à comprendre. Oui, les groupes vont défendre telle ou telle valeur, telle ou telle idéologie face à un enjeu. Mais les groupes sont pas nécessairement
associer les uns avec les autres de manière pratique. C'est le chercheur qui, lui, va reconnaître que les groupes relèvent de l'une ou de l'autre des réactions normatives ou idéologiques et qui forment comme ça une coalition plaidante. Parce que c'est vraiment ça, une coalition plaidante. Une coalition plaidante, c'est une construction du chercheur qui va associer différents groupes d'acteurs, différents acteurs à, je dirais, à un discours normatif vis-à-vis un enjeu. Donc, parce qu'il faut rappeler, c'est ça, donc que les coalitions plaidantes, ce ne sont pas des groupes, mais bien des constructions du chercheur, des ensembles de groupes que le chercheur construit à partir de ses observations, et non pas qu'il décrit à partir de ses observations. Bien important ici à préciser et à souligner. Donc, à la limite, il y a plusieurs groupes qui peuvent appartenir à la même coalition plaidante, mais qui vont pas se connaître, là, qui vont pas travailler les uns avec les autres nécessairement. Mais c'est que l'observateur, lui, va les mettre dans un camp ou dans l'autre. Et pour faire suite à ça, on me demande, est-ce qu'on peut associer le concept de parti politique à celui de coalition plaidante? Non. Un parti politique, c'est un parti politique. C'est un groupe d'acteurs particuliers, très observable, très pratique, très tangible, alors qu'une coalition plaidante, encore une fois, c'est une construction du chercheur. Par contre, ce qui est juste de dire, c'est que des partis politiques peuvent être rangés dans une coalition plaidante. Et généralement, ils le seront. Il n'est pas très difficile à penser, par exemple, qu'en termes de criminalité ou d'actes criminels, il y a deux coalitions plaidantes qui se dessinent. L'une qui est en faveur, je dirais, d'un resserrement de la justice avec des punitions plus importantes, des temps de prison plus longs. Donc vraiment une approche très punitive. Et on aura une autre coalition qui s'affronte, qui au contraire, elle voit plutôt ce qui est nécessaire, c'est d'encourager la réhabilitation, la réinsertion, plutôt que l'approche punitive. Alors ici, on a vraiment deux coalitions plaidantes, et dans ces deux coalitions-là, on aura des groupes divers qui ne travaillent pas nécessairement ensemble, mais qui vont défendre ces idées-là. Et dans ces groupes-là, on peut s'imaginer qu'effectivement, par exemple, le Parti libéral, le Parti néo-démocrate, va plutôt appuyer une approche de réhabilitation, de réinsertion, alors que le Parti conservateur, clairement, adopte une approche punitive. Mais bon, c'est pas parce que le Parti conservateur travaille avec le groupe, avec un autre groupe, par exemple, dans l'Ouest canadien, ou même au Québec, que nécessairement, ce groupe-là et que nécessairement ils font partie d'une coalition. Ils font partie d'une coalition parce qu'ils défendent les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Voilà. On dirait aussi ensuite, des questions plus sur le modèle de Kingdon par la suite. Alors, une première question, on dit, donc je suis resté sur une interrogation relativement au modèle de Kingdon. Il mentionne donc qu'il y a 3 courants qui peuvent être couplés pour en arriver à s'inscrire dans l'agenda décisionnel. Bon. On dit, j'ai l'impression que l'orientation idéologique du gouvernement a souvent une importance démesurée au point de remettre en question l'utilité du modèle. Donc, sans tomber dans la chronique plutôt, on peut dire que le gouvernement canadien a pris l'habitude de définir eux-mêmes les problèmes. J'ai l'impression qu'ils se créent des fenêtres eux-mêmes. Bon. Bref, est-ce que l'importance de l'orientation idéologique d'un gouvernement, quelle est l'importance plutôt de l'orientation idéologique d'un gouvernement dans le courant des politiques? Donc, il faut faire attention. Si le gouvernement conservateur, oui, va adopter ça, mais de penser que c'est lui, par exemple, on donnait ici l'exemple d'immigration illégale, lourdeur réglementaire, en environnement, fraude d'assurance emploi, tout ça, de penser que c'est le gouvernement conservateur qui relève ça, c'est faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes des partis politiques, elles sont définies lors des congrès, et dans ces congrès-là, vous avez des groupes qui appartiennent, vous avez des individus qui appartiennent à des groupes qui sont en même temps membres du parti politique, et donc qui vont pousser ces enjeux-là dans la plateforme, ou encore qui vont sensibiliser le gouvernement à ces enjeux-là. Et le gouvernement, il sera plus ou moins sensible selon le fait que leurs idéologies sont plus ou moins en accord avec les enjeux que les groupes semblent vouloir pousser. Donc, effectivement,
un gouvernement conservateur sera très sensible à des questions comme l'immigration illégale, mais ça, c'est d'abord été relevé par différents groupes qu'on retrouve particulièrement dans l'Ouest canadien ici, alors que la lourdeur réglementaire d'environnement, on trouve ça un peu partout au Canada. Vous avez des compagnies qui, bon, par exemple, veulent exploiter des ressources naturelles et qui trouvent que c'est très très compliqué au Canada de pouvoir obtenir les permis pour le faire. Donc, c'est pas le gouvernement conservateur qui a créé ça, c'est qu'il est sensible à des groupes qui poussent ce genre d'enjeu-là. Maintenant, comment est-ce que le modèle de Kingdon prend acte de cette idéologie? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le modèle de Kingdon, la notion d'idéologie est tenue compte dans le processus qu'on appelle de médiation. C'est un processus où les agents ou les entrepreneurs politiques qu'on appelle, en anglais on va dire des policy brokers, donc, c'est un processus dans lequel ces agents-là vont permettre ou vont favoriser le couplage entre les courants. Donc, si, par exemple, les solutions qui se présentent dans le système, dans les solutions, donc dans le courant des solutions, vont à l'encontre de l'idéologie du gouvernement, même s'il y a un courant de problèmes qui pourrait être couplé, en théorie, avec un courant des solutions, donc même si on pouvait trouver une solution à un problème, si cette solution-là va à l'encontre de l'idéologie du gouvernement, dans le processus de médiation, le couplage ne pourra pas se faire. Donc, c'est comme ça que l'idéologie vient prendre sa place dans ce modèle-là. Une autre façon de le voir aussi, c'est que pour qu'on puisse dire qu'il y a problème pour lequel on doit trouver une solution, il faut que le gouvernement reconnaisse l'existence de ce problème-là. Mais cette reconnaissance-là va être modulée par l'idéologie du gouvernement. Et donc, c'est de cette façon-là que, selon que le gouvernement va percevoir le problème, en reconnaître l'importance, en reconnaître l'urgence, tout ça est marqué par l'idéologie du gouvernement. Donc, le jeu de médiation là, qui consiste à convaincre le gouvernement, à l'influencer, ou même parfois à modifier son idéologie, va jouer dans le processus de modulation, dans le processus de couplage des courants, qui va donc permettre l'ouverture d'une fenêtre de politique ou pas. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que la notion d'idéologie vient prendre sa place dans le modèle de Kingdon. Là, on dit dans le chapitre, va vous inciter sur la mise à l'agenda par l'effet de seuil ou l'événement politique. Donc, ça, c'est dans un module, dans un des modules qui va venir, mais j'en parle parce que dans le fond, ça relève un peu aussi du modèle de Kingdon. Hein, parce que le modèle de Kingdon permet de comprendre comment un enjeu vient s'intégrer à l'agenda décisionnel. Mais c'est pas un modèle qui va être très utile pour parler de formulation des politiques publiques. Et ça, on va en reparler un peu plus loin de ces questions-là, dans d'autres radioscopes subséquents. Donc, je reviens sur la question parce qu'elle est intéressante. On dit, bon, dans le livre dans le livre du cours, à la page 23, on propose 5 modèles qui semblent mieux couvrir les diverses possibilités de mise à l'agenda. Et là, on me demande, est-ce que vous pouvez parler des forces et des faiblesses de ces modèles? Donc, là, j'imagine qu'on voulait parler des 5 modèles et non pas des 2 modèles dont je discute dans les capsules. Alors, bon, donc c'est une question qui est très intéressante, mais bon, brosser un portrait complet des forces et des faiblesses de chacun de ces 5 modèles-là qui sont présentés dans le livre, le faire en quelques mots, c'est un peu difficile. Par contre, ce que j'aimerais préciser, c'est que si je présente 2 façons de comprendre l'émergence des enjeux, c'est-à-dire par l'effet de seuil ou par l'événement soudain, j'ai pas la prétention de dire que c'est la seule façon de faire, que c'est les 2 seuls modèles qui sont bons, que les autres, c'est de la chenoute. C'est pas ça du tout. Par contre, je pense que ces 2 modèles-là sont plus complets et intègrent plus de dimensions que ceux qui sont présentés dans le livre. Donc, par exemple, dans le modèle de la médiatisation, on va dire, donc c'est vrai que les médias peuvent jouer un rôle important dans l'émergence des enjeux, mais je trouve ça un peu réducteur, peut-être même simpliste, de leur accorder un rôle aussi central, comme si, comme s'il n'y avait que le rôle des médias qui permettait l'émergence d'un enjeu, qui faisait que le gouvernement s'intéresserait à un enjeu ou pas. C'est comme si tous les jeux des acteurs sociaux qui travaillent en coulisses, qui travaillent sur la scène publique depuis des années, c'est comme si toutes ces actions-là étaient tout à fait négligeables dans le processus et que dans le fond, il n'y avait que les médias qui comptaient vraiment. Bon, c'est vrai que les médias sont une dimension,
parfois une dimension très importante dans l'émergence d'un enjeu, particulièrement dans le cas d'un événement soudain, par exemple. Mais c'est aussi une dimension qui est intégrée à la fois dans le modèle de seuil et dans le modèle d'événement soudain. On reconnaît dans ces deux modèles-là l'importance des médias. Donc, en fait, parce que si vous portez une attention particulière aux modèles qui sont présentés dans le livre, dans les 5 modèles présentés dans le livre, et dans les 2 modèles que je présente dans les capsules, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que les modèles qui sont présentés dans le livre, en fait, sont orientés vers les acteurs, hein, ou les actions que posent les acteurs pour mener à l'émergence d'un enjeu. Alors que les modèles que moi je présente dans les capsules sont orientés vers les processus menant à l'émergence. Donc, si vous regardez bien, dans l'effet de seuil, dans le modèle d'effet de seuil, on va retrouver la même logique que dans le modèle de mobilisation ou dans celui du modèle de l'anticipation. La logique va varier selon les enjeux, va varier selon le contexte, mais le processus de seuil demeure, lui, le même. Alors, parfois, dans le processus d'effet de seuil, ce qui va mener à l'effet de seuil, c'est vraiment une logique de mobilisation, alors que parfois, ce sera une logique d'anticipation. Mais d'une manière comme d'une autre, c'est le même processus d'effet de seuil. On peut dire la même chose, bon, avec l'action corporatiste également, mais on pourrait dire la même chose avec le modèle de l'événement soudain. Dans l'événement soudain, il va y avoir une mobilisation rapide des acteurs, donc l'idée du modèle de mobilisation demeure très présente. Parfois même la mobilisation, elle est déjà existante, et ce qui fait que ça va lui permettre à cette mobilisation-là de marquer le coup, c'est le fait qu'il y a un événement soudain duquel ils vont s'emparer pour faire la promotion de leur enjeu. Le seul modèle en fait que je trouve qui se place moins bien, c'est celui de l'offre politique, qui est fondé dans le fond sur une approche du choix rationnel. Ça, c'est le genre de modèle que je trouve difficilement applicable. Parce que dans le fond, c'est comme si la politique, c'était un coût, et que ce qu'on négociait, c'était finalement le coût d'une politique. Alors que tout ça laisse tomber ou prend pas acte de la notion de valeur ou d'idéologie, qui pourtant vont jouer un rôle prédominant dans l'émergence. Or, c'est pas juste une question de coût politique. Parfois, les coûts sont plus élevés et on trouvera et l'enjeu va trouver sa place. Parfois, le coût est très faible, mais l'enjeu ne trouvera pas sa place ou il trouvera sa place. Donc, il y a comme cette idée de transaction, de marché uniquement orientée vers le coût de politique. Je trouve ça un peu difficile à vraiment bien décrire ce qui se passe lors d'un processus d'émergence. Là, processus dans lequel, je dirais, les valeurs et l'idéologie jouent un rôle primordial. Ensuite, on a une autre question toujours sur le modèle de Kingdon. Le modèle de Kingdon, on dit, j'ai toujours quelques ambiguïtés quant au rapport des entrepreneurs avancés par ce modèle. Sont-ils unis par la base des intérêts ou autour, la base des idées, pardon, ou autour des intérêts? Donc, ici, je dirais, ça dépend des enjeux, simplement. Parfois, ce sont les idées qui vont venir servir d'éléments agrégateurs pour les entrepreneurs. D'autres fois, c'est les intérêts. Encore que ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans le fond, les idées deviennent ou la défense des idées deviennent l'intérêt à défendre. Et donc, c'est vraiment on peut penser par exemple aux lobbyistes. Non, excusez-moi. Les lobbyistes, ce sera vraiment un exemple ici, je dirais, d'entrepreneurs qui viennent s'agréger autour de défense purement d'intérêt. Par contre, si on prend certains groupes sociaux, mouvements sociaux, dont vous aurez des agents qui émergeront et qui assureront des processus de médiation avec le gouvernement, avec d'autres groupes, ben, ici, il y aura à la fois la défense d'intérêt, mais aussi la défense d'idéologies qui sont sous-jacentes et porteurs de ces intérêts-là. En fait, les intérêts sont porteurs de ces idéologies-là. Donc, les deux sont, je dirais, très intriqués l'un dans l'autre, et c'est difficile de vraiment les séparer. C'est pour ça que je dirais que c'est à la fois l'un et à la fois l'autre. Des fois, c'est carrément, l'enjeu, c'est carrément la défense d'une idéologie.
carrément. On peut penser, par exemple, aux États-Unis, à tout le mouvement créationniste qui s'oppose au mouvement évolutionniste. Les seules idéologies qui sont ici, les seuls intérêts qu'on défend ici, c'est une idéologie. Donc vraiment, ça dépend des processus, et je dirais que c'est là tout l'art de procéder dans l'analyse des politiques publiques. Alors, une autre question, est-ce qu'ils sont réellement situés, en parlant des entrepreneurs, où est-ce qu'ils sont réellement situés dans le courant, dans le modèle de Kingdon? Dans le courant des solutions, des problèmes ou dans le courant des politiques? Alors, ici, je dirais, le modèle de Kingdon, les entrepreneurs se situent pas. On va prendre ici les entrepreneurs comme étant une fonction dans le modèle. Les entrepreneurs ne se situent pas dans un courant ou dans l'autre, mais bien dans le processus de médiation. Ils sont là pour assurer le couplage des courants. Par contre, les entrepreneurs sont aussi des acteurs. Donc, et lorsqu'ils n'ont pas cette fonction d'entrepreneur, mais qu'ils sont des acteurs, bien évidemment, on va les retrouver dans dans le courant des politiques. Mais il faut pas voir les entrepreneurs de politique, les policy brokers, comme appartenant à l'un ou à l'autre des courants, mais bien comme s'inscrivant dans le processus de médiation qui permet le couplage des courants. Alors voilà, donc c'est ce qui complète ici les réponses aux questions. On a couvert donc des questions pour le modèle de Kingdon et le modèle de Sabaty Jenkins. La semaine prochaine, je reviendrai peut-être, selon les questions que je recevrai, sur le modèle de Kingdon et je m'intéresserai au modèle des cycles politiques ou des équilibres ponctués. Alors voilà, donc j'attends encore vos questions et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Travaillez bien, travaillez fort et portez-vous bien.